Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 2 de Podcast Tout Sexy Is Tout. Le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et je vous retrouve en ce mois de septembre pour traiter de la charge mentale. La charge mentale de la rentrée, du travail, du foyer, la charge mentale d'une personne, quel que soit son genre. Pour cette thématique, je suis accompagnée d'Aline Vessière, psychologue du travail et ergonome. Christelle, assistante sociale du CIAS d'Ajaccio. Et de Pauline, sophrologue à Bastia. Faisons tout de suite les présentations. Donc bonjour, donc je suis Aline Vessière, psychologue du travail ergonome et conseillère en évolution professionnelle. J'interviens donc au quotidien auprès de personnes et d'entreprises dans l'objectif d'apporter du bien-être et de l'écoute à ceux et à celles qui en ont besoin. Mon but est d'amener donc un épanouissement au travail, que ce soit à travers des prestations liées à la personne, au parcours professionnel, mais également en accompagnant les entreprises dans la prise en compte de prestations, notamment en lien avec la qualité de vie au travail. Bonjour, moi c'est Pauline Baldouk, je suis à Bastia et je suis sophrologue, hypnothérapeute dans 2 cabinets, un à Bastia et un sur Bigoulia. Et voilà, donc je suis contente de pouvoir répondre à ces quelques questions aujourd'hui. Donc la sophrologie, l'hypnose, ce sont des thérapies brèves, ce qu'on appelle des thérapies brèves, c'est-à-dire des accompagnements qui ont pour but l'amélioration du bien-être au quotidien, le développement du potentiel aussi d'un individu. Bon, c'est une définition qui est assez vaste. En même temps, l'amélioration du bien-être, ça dépend évidemment des besoins de chacun. Donc forcément, ça peut passer par la gestion du stress, de l'anxiété, souvent. Ça peut passer aussi par l'amélioration du sommeil, de la concentration, de la confiance, de l'estime de soi. Puis aussi simplement la gestion des émotions ou la gestion de périodes difficiles, des périodes de transition, des passages à la retraite, des déménagements. Et puis aussi, évidemment, des burn-out, par exemple. Donc voilà. C'est des techniques qu'on dit psychocorporelles, qui s'adressent à l'individu vraiment dans sa globalité. On travaille beaucoup sur le corps, l'écoute de soi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quel que soit l'objectif qu'on recherche, quel que soit l'objectif de la personne, on va travailler sur l'apprentissage de l'écoute de soi, de ses propres ressentis, que ce soit des ressentis physiques, émotionnels, mentaux. Apprendre à se mettre à l'écoute de soi, pardon, et le faire avec bienveillance, sans jugement. Ça permet aussi d'aller vers un mot qui est très à la mode, le lâcher prise, qui est un petit peu mal compris parfois, hein. Lâcher prise, ça veut pas dire s'en foutre de tout, si je peux le dire comme ça. Mais voilà, apprendre un petit peu à poser ses limites, à connaître ses besoins, à agir sur ce sur quoi on peut agir et à lâcher prise quand on ne peut pas agir. Voilà, en gros. Et puis, dans l'aspect technique, on va travailler beaucoup sur la respiration, sur la détente du corps, et puis sur des techniques de visualisation, de suggestion mentale. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Christelle, je suis assistante de service social au sein d'un centre intercommunal d'action sociale. Si je devais parler de mes missions principales, elles sont axées principalement autour de l'amélioration de la condition de vie des usagers qu'on reçoit, tant sur le plan social que familial, sanitaire ou encore professionnel. Au niveau des assistantes sociales, on est là vraiment pour essayer de prévenir ou de surmonter des difficultés passagères sur du plus ou moins long terme que peuvent rencontrer les familles ou les usagers isolés qu'on peut rencontrer.
Après, on est là pour les accompagner à travers différents dispositifs, donc là qui sont propres donc au CIAS, des dispositifs plus liés par exemple à tout ce qui est financier, ou encore des dispositifs comme voilà, pour ne pas citer la boutique puériculture qui permet aux familles de pouvoir moyennant une somme d'argent restreinte des couches, du lait. Voilà, ça va. Voilà, là c'était vraiment un exemple, mais ça va se jouer sur plusieurs dispositifs, des dispositifs aussi au niveau budgétaire qui peuvent se faire dans l'accompagnement de nos usagers. Alors, je reçois un public qui est très varié. Je peux recevoir aussi bien des enfants que des ados, des adultes ou même des personnes âgées. Donc après, l'avantage, c'est que c'est quand même des techniques qui s'adaptent énormément à chacun. On va travailler sur des exercices, par exemple en sophrologie, des exercices de respiration qu'on peut faire aussi bien debout qu'assis ou même allongé pour certains. Enfin, voilà, c'est vraiment une méthode qui s'adapte aux possibilités et aux besoins de chacun. Et après, le public, alors on va dire quand même plus de femmes que d'hommes de manière générale, mais quand même les deux. Voilà, donc je dirais trois quarts, un quart. Voilà. Enfin, je le précise quand même, hein, mais la sophrologie, l'hypnose, ce sont pas des accompagnements médicaux. Genre, on ne soigne pas, hein, on est des aidants. Et ce que j'aime aussi là-dedans, c'est de pouvoir parfois être en lien avec d'autres personnes, que ce soit des psychologues, des psychiatres, un médecin, une sage-femme, justement pour cibler au mieux et accompagner les gens au mieux. Alors, moi, c'est vrai que principalement sur mon secteur d'intervention, qui est le centre-ville, j'accompagne quand même énormément de personnes plutôt isolées. Voilà, seules, qui bénéficient pas forcément de famille autour, parfois de cercle amical. Après, c'est vrai que j'ai une petite spécificité, c'est que j'interviens aussi auprès du public dédomicilié au CIAS, donc c'est-à-dire c'est un de nos services obligatoires qui permettent aux sans domicile fixe de pouvoir bénéficier d'une adresse administrative. Donc c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont en période de transition, ou qui sont dans des étapes de leur vie parfois compliquées, ou pour d'autres qui sont sans des domiciles fixes depuis déjà plusieurs années. Donc c'est vrai que au niveau des familles, j'interviens aussi quand même avec quelques familles, mais ça reste quand même une minorité comparée aux personnes isolées que je suis, je dirais. Peux-tu nous définir la santé mentale, Aline ? Il n'y a pas de définition exacte, précise de la santé mentale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a définie comme étant un état de bien-être général qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, des difficultés normales, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale peut être forcément à un moment donné de la vie de chacun d'entre nous altérée par différents troubles, qu'elles soient la dépression, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, la schizophrénie et plein d'autres, j'en passe, il y en a beaucoup. Sachant que la demande de soins est en augmentation constante, notamment au niveau des troubles anxio-dépressifs. Et donc, c'est vrai qu'on constate que, malheureusement, de plus en plus de personnes sont touchées par des troubles psychiques à un moment de sa vie, et donc une dégradation de la santé mentale. Alors, la santé mentale, de mon point de vue de sophrologue, d'hypnothérapeute, je dirais que c'est quand même principalement l'équilibre, en fait, hein. Parce que bon, on vit tous des moments, des fluctuations entre des moments où on est bien, des moments où on est moins bien, du stress, etc. Le stress, c'est quelque chose qui existe, c'est une émotion qui est normale, qu'on a tous plus ou moins. C'est ce que j'explique assez souvent, toutes les émotions d'ailleurs, hein. La santé mentale, je pense que c'est quand on arrive à garder un équilibre entre justement toutes ces émotions, les gérer du mieux qu'on peut et ne pas les laisser nous envahir complètement et déborder. C'est un mot que les gens emploient souvent, ça déborde.
Du coup, la charge mentale peut être un facteur de déséquilibre et donc d'altération de cette santé mentale. Ça peut être effectivement un vecteur, un facteur qui fait qu'à un moment donné, ça va créer des problématiques plus ou moins importantes auprès des personnes. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il ne faut pas confondre, il faut bien définir la surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est différent de la charge mentale ménagère, telle qu'on peut l'entendre très régulièrement. Effectivement, la confusion est très fréquente et transmise par le langage commun. Cet abus de langage, au final, limite le concept de la charge mentale, ou plutôt, je dirais, appelée charge cognitive, à la simple charge mentale ménagère, qui effectivement n'est pas du tout la vraie définition de la charge cognitive initiale. C'est vraiment, donc du coup, ça réduit clairement la question à des clichés sexistes, ce qui effectivement aujourd'hui est le communément appelé, quand on parle de charge mentale, voilà, on va parler effectivement de la charge mentale entre le perso et le pro, mais effectivement, c'est pas si restrictif que ça. En psychologie cognitive, effectivement, la charge mentale, c'est ce qui permet la réussite d'apprentissage et de résolution de problèmes en mettant en jeu des capacités de stockage de l'information. En fait, il faut considérer qu'il y a des aspects de mémoire et de traitement de l'information en vue d'une résolution d'un problème. Ensuite, il y a le mode de traitement de l'information qui, grossièrement, on va avoir 2 modes de traitement de l'information. C'est-à-dire, on va l'avoir en séquentiel, c'est-à-dire qu'on va faire les choses une seule chose à la fois, ou plutôt en parallèle, par exemple, où on va faire plusieurs choses en même temps. Et là, ça devient du qualitatif. Donc, du coup, en fait, c'est une question de mémoire de travail. Et plus précisément ce qu'on appelle l'empamnésique, c'est-à-dire c'est une quantité en fait limitée d'informations qui peut être retenue ou travaillée ou manipulée en même temps en fait, sur la mémoire à court terme. Donc en fait, si on résume la charge mentale, c'est la capacité de maintien et de traitement des informations, qu'elles soient d'ordre personnel, professionnel ou domestique. Et c'est là qu'il y a, en fait, ça se resserre, les liens se resserrent. Mais au final, effectivement, c'est le raccourci, voilà, faut faire attention au raccourci en fait, qu'on pourrait dire au quotidien sur la charge mentale. La charge mentale, souvent, elle est résumée, je trouve, un peu à tort aux tâches domestiques. On a tendance à faire rapidement le lien entre les deux, hein. Et moi, il y avait un exemple qui m'avait marqué, c'était la différence entre faire la cuisine et puis être la personne qui a prévu les repas pour la semaine, qui a fait les courses, qui a fait en sorte qu'on ait tout prêt pour faire à manger, que la vaisselle soit propre, être la personne aussi qui va nettoyer après, ranger après, etc. Donc, je trouve un peu un bon exemple pour illustrer, même avant de donner la définition. Et la définition de la charge mentale, je pense que c'est simplement tout ce qui concerne la gestion, l'organisation, la planification constante des tâches, que ce soit les tâches de la vie, du travail domestique, émotionnel, professionnel, etc. Voilà. Et c'est quelque chose qui, évidemment, peut vite surcharger, d'où son nom, le mental. Voilà, le mental ou l'émotionnel, hein. Et puis, par extension, le corps aussi, hein. Il y a à peu près 2 femmes sur 3 qui disent ressentir une charge mentale importante, ou en tout cas qui peut leur poser problème, et quand même 1 homme sur 3. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est ressenti par beaucoup de gens. En fait, en psychocognitive, on parle de charge cognitive. Donc ça, c'est le terme vraiment, je dirais, de recherche, en fait, hein, le thème vraiment littéraire. On va l'appeler vulgairement charge mentale, en fait. C'est juste un petit surnom qu'on donne, mais voilà, le nom, c'est surcharge cognitive. En fait, il y a la charge cognitive, c'est la charge qu'on peut supporter, c'est ce que va avoir besoin d'une personne, en fait, dans le traitement de son information, comme on disait. Et quand il va y avoir trop, on va parler de surcharge cognitive. Tu es psychologue du travail, Aline. Peut-on identifier une charge mentale professionnelle ? La charge mentale fait partie intégrante de l'activité professionnelle, dans le sens où, après, est-ce qu'elle dépend des postes, est-ce qu'elle dépend de la responsabilité ? Je pense que du moment que c'est une donnée cognitive, on peut retrouver effectivement des personnes qui sont en surcharge mentale, je dirais, à n'importe quel type de poste. En fait, tout va dépendre de l'environnement dans lequel elles sont. En fait, ce qu'il faut pas perdre d'esprit, c'est que de manière générale, hein,
le bien-être au travail, en fait, on va dire l'apparition des risques professionnels, en fait, arrive quand il y a un décalage, en fait, entre ce que la personne doit faire et les ressources qu'elle a, en fait, pour le faire. Si la personne a une activité complexe, mais qu'au final, elle a la possibilité, admettons, de déléguer ou de pouvoir prendre le temps pour le faire ou d'avoir des bonnes conditions pour le faire, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas ou qu'elle soit en difficulté. Par exemple, une personne qui a la même charge de travail, mais qui n'a pas les conditions, ni le temps, ni la pression, va être d'autant plus en difficulté. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit une question de poste, une question de responsabilité, mais plutôt d'organisation du travail, dans la façon dont la personne perçoit les ressources qu'elle a par rapport à son activité et aux contraintes qu'elle a à faire. Après, c'est pas forcément que dû à la personne. Ça, c'est ce qu'on aura tendance. Alors, c'est un peu ce qu'il faut éviter par rapport aux employeurs, parce que en fait, c'est pas toujours que la personne. En fait, c'est l'environnement dans lequel la personne va évoluer et qui va faire qu'elle va avoir ou pas les moyens. En fait, il y a une question d'environnement, il y a une question d'organisation, il y a une question de moyens qui dépend de l'organisation purement de l'activité. Après, il y a la personne. Ça, c'est sûr. On est des humains, on peut pas faire semblant. On a des émotions, des sentiments, il y a des personnes qui sont anxieuses, il y en a d'autres qui ne sont pas. Après, l'idée, effectivement, c'est de faire en sorte que cette personne, telle qu'elle soit, ne soit pas en difficulté, en fait, n'ait pas la perception qu'elle soit en difficulté par rapport à son activité. D'où vraiment l'importance de bien connaître les salariés, que ce soit les salariés, les agents de la fonction publique, etc., les personnes qui travaillent, pour bien comprendre de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qui leur font peur, qu'est-ce qu'elles appréhendent, etc., pour mettre les moyens en face pour le faire. Non, mais c'est important. Toute personne qui travaille doit faire l'objet d'une... On est des humains, on n'est pas des machines, donc effectivement, il y a forcément des données à prendre en compte. Donc en fait, il n'y aura pas de cohérence entre... Deux mêmes personnes qui font la même activité dans une même entreprise peuvent la vivre complètement différemment. Nous venons donc de définir plusieurs termes. La santé mentale, qui est l'aspect psychique, émotionnel et cognitif d'une personne. Ces aspects montrent si celle-ci éprouve un bien-être ou si elle est sujette à un trouble. La charge cognitive, ou plus communément appelée charge mentale, représente l'ensemble des informations que nous traitons au quotidien. Si ces informations deviennent trop nombreuses, nous parlons alors de surcharge mentale, de surcharge cognitive. Ici, nous avons parlé de la charge mentale globale, générale, ainsi que de la charge mentale ménagère, domestique, mais existe-t-il d'autres types de charge mentale ? Alors, on peut, je pense, distinguer facilement quand même 3-4 grands types de charges. Donc, celle dont je parlais à l'instant, la charge domestique, logistique, savoir où sont rangés les médicaments, savoir où sont rangés les objets dans les placards, savoir ce qu'il y a dans le frigo. Mais pas seulement, savoir où on en est du linge pour la maison, pour le foyer, pour les gosses. L'organisation des plannings aussi, des activités, savoir si le petit va pouvoir aller faire le cours de je ne sais quoi, est-ce que un tel va pouvoir l'amener de telle heure à telle heure, etc. En fait, on parle aussi de travail domestique gratuit pour tout ça. Voilà, je pense que c'est assez clair quand même la charge domestique. Après, la charge émotionnelle, c'est vraiment le fait de prendre sur soi. Je me dis, je prends sur moi. Prendre sur soi pour aussi être la personne qui va organiser la communication au sein du foyer. Faire en sorte que tout le monde puisse exprimer ses besoins, exprimer ses colères, etc., etc. Faire preuve d'empathie, de soutien, et puis voilà, provoquer, organiser la discussion. Je dirais que c'est en grande partie ça, la charge émotionnelle. On a aussi évidemment la charge professionnelle, ça on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est les pressions dans le travail, les insécurités dans le travail, mais aussi la difficulté de couper. Comme disent les gens, couper en sortant du travail, j'arrive pas à couper, je rentre à la maison, mais je suis encore dans mon travail, etc. Et puis, on parle aussi de charge sexuelle. Là, évidemment, il y a pas mal de choses, puisqu'il y a déjà la pression sociale, qui a décidé de ne pas tenir compte que la libido est quelque chose qui fluctue. Donc,
des couples qui se mettent la pression parce que pendant tant de jours, ils n'ont pas eu le temps ou l'envie d'avoir un rapport. Et puis, il faut aussi se souvenir que la fatigue, ça veut dire souvent baisse de libido, hein. Donc ça, c'est vraiment des pressions pour tout le monde, hommes et femmes, hein. Voilà, je pense que c'est important de se rappeler que ce sont des pressions qui sont anormales et que les fluctuations, elles sont normales, en fait. Après, il y a certaines choses qui sont un peu plus vécues par les femmes, hein. On peut parler de tout ce qui est l'entretien de soi. Alors, je sais que maintenant, quand même, c'est un petit peu plus partagé, mais bon, voilà, je veux pas faire un dessin, mais bon, l'épilation, le soin de soi, et cetera, et cetera. Et puis surtout la contraception, hein, et tout ce que ça implique, et les suivis, et les rendez-vous, et on sait à quel point c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Et voilà, donc tout ça, c'est aussi une charge, ça fait partie de la charge mentale, quoi. Nous avons donc vu les différents types de charge mentale, qui sont la charge émotionnelle, professionnelle, domestique et sexuelle. Un surplus de charge mentale, cognitive, une surcharge, peut entraîner un burn-out, Pauline ? Alors je pense que ça dépend, ça, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont plutôt transformer leur charge mentale en crise d'angoisse. Mais clairement, dans des cas de burn-out, en général, il y a énormément de charge mentale qui a participé à l'arrivée du burn-out. Donc il y a quand même un lien. Après, toutes les personnes qui souffrent, entre guillemets, de charge mentale ne font pas un burn-out, heureusement. Sinon, il y aurait beaucoup, beaucoup plus de burn-out, même si c'est déjà quand même assez courant, malheureusement. Donc oui, il y a un lien, mais l'un n'équivaut pas à l'autre. Mais qu'est-ce que le burn-out exactement ? Pour le burn-out, je pense que le sentiment de fatigue intense, d'épuisement généralisé, c'est vraiment ce qui ressort la plupart du temps. D'ailleurs, c'est assez proche de la définition que donne l'OMS. Et aussi de perte de contrôle. Voilà. Perte de contrôle, l'impression qu'on ne peut plus rien gérer, qu'il y a tout qui va s'écrouler. Et puis, c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Le burn-out, voilà, on a par exemple un stress chronique qui augmente petit à petit, on épuise toutes ses ressources. L'expression trop tirer sur la corde, hein, qui correspond bien, je trouve. Et puis voilà. Puis un jour, il y a l'élastique ou la corde qui lâche, et puis les personnes n'arrivent plus à se lever. Leur travail les dégoûte complètement. Et puis voilà. Après, ça va être beaucoup de fatigue, de l'irritabilité, et puis la perte de confiance énormément, hein. Les gens en général en burn-out, enfin, ont l'impression qu'ils vont jamais pouvoir se relever, en fait, qu'ils ne vont jamais y arriver, qu'ils n'ont plus la force, qu'ils n'ont plus les ressources pour faire. Voilà, ça vient évidemment de trop d'exigences émotionnelles au travail. Alors au travail, souvent, ça va être le manque d'autonomie, de reconnaissance, des conflits de valeurs aussi. Une surcharge de travail, évidemment. Et puis après, il y a des facteurs individuels qui rentrent en compte, hein, des personnes qui sont très perfectionnistes ou qui n'ont pas forcément beaucoup d'estime de soi, qui ont des difficultés à gérer leur stress, ou carrément qui ont une addiction au travail, hein, ça existe aussi. Évidemment, c'est des facteurs qui vont provoquer plus facilement ce genre de choses. Donc le burn-out, c'est vraiment, je pense, le moment où la corde est cassée, en fait, tout simplement. Christelle, quelle est la différence de traitement entre une personne seule et une famille ? Au niveau, alors la charge mentale par rapport à une personne seule, je dirais les causes en général, c'est déjà souvent une difficulté à gérer, hein, l'administratif, hein, parce que c'est vrai que pour certains, c'est une charge difficile qui peut s'avérer difficile en étant seul.
que ce soit pour le logement, que ce soit pour les charges courantes, tout ça, il y a énormément de papiers à fournir. Des fois, il suffit, après la moindre interruption d'un droit, de devoir fournir des justificatifs. Pour des personnes seules, ça peut être parfois très, très effrayant. Voilà, parce que c'est pas... c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est pas forcément aussi donné à tout le monde de bien, je dirais, de bien gérer tout ça, hein. Il y a des gens à qui ça effraie et qui n'aiment pas aussi spécialement. Alors bon, même en se faisant violence, c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, c'est vrai que au niveau d'une famille, je dirais pas forcément que ça va être plus ou moins. Après, évidemment, le fait qu'il y ait des enfants, on a encore plus je dirais, je pense en tant que famille, cette difficulté à se dire, au-delà de moi en tant que parent, mes enfants ne pourront peut-être pas manger à leur faim jusqu'à la fin du mois, ou je vais les mettre en difficulté par une quelconque manière. Mais après, je pense que on reste quand même sur du 50-50, parce que la personne isolée qui va être seule chez elle, qui va n'avoir aucune famille ni aucun ami, qui va commencer à développer peut-être des idées noires, qui va se sentir encore plus repliée sur elle-même, et où il va avoir vraiment une rupture sociale qui peut parfois entraîner, je pense, vers certaines pathologies un petit peu psy, hein. Ça arrive, hein, souvent, hein. Quand ça va être plutôt un foyer, une famille, alors c'est vrai que bon, peut-être le fait il y a plusieurs interlocuteurs, hein, voilà, on peut soit plutôt, ça va plutôt être la mère ou soit le père dans un foyer qui va prendre en charge vraiment tout ce qui est documents administratifs, tout ce qui est charge du foyer, voilà, ça peut être plus ou moins quand même aléatoire, hein. Je trouve vraiment, encore une fois, par rapport à moi, je dirais les exemples que je peux avoir de mon secteur d'intervention. Après, il n'y a pas vraiment, c'est toujours le même système, hein, une évaluation sociale globale de la situation. Et après, ce qui est différent, bien évidemment, c'est vers ce à quoi les dispositifs vont, je dirais plutôt, on va les orienter, quoi. Une famille, c'est sûr, par exemple, comme je t'ai parlé tout à l'heure de la boutique puriculture, voilà, ça va de soi que on va plus orienter une famille et peut-être une personne seule et isolée. On va plus l'orienter seulement vers un accompagnement budgétaire, par exemple. Attention, hein, les familles aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est peut-être les seules petites différences. Ça sera une question de dispositif, et après, vraiment, selon l'interlocuteur, si c'est encore une fois la mère, le père, des fois parfois les deux. Parfois, ça peut être aussi les enfants, hein. Certains enfants, attention, quand je dis enfants, plutôt je dirais déjà bien adolescents ou jeunes adultes, hein, qui peuvent aider des fois, hein, dans la constitution de certains dossiers ou autres. Nous connaissons donc un peu plus nos intervenantes ainsi que leur champ d'action. Nous avons défini la santé mentale, la charge cognitive et les différents types de charges mentales. Nous avons conclu qu'une surcharge mentale doit être traitée à temps avant d'arriver au burn-out, qui est un épuisement mental. Il ne faut pas faire d'amalgame en liant la charge mentale uniquement aux femmes, mais voyons ici les concepts genrés. Pauline, comment pouvons-nous reconnaître une personne épuisée mentalement ? Il peut y avoir évidemment beaucoup de signes. Ça, pour le coup, j'en vois pas mal dans mon travail au quotidien. Et bon, il y a des choses qui reviennent très très souvent, hein. Le sommeil qui est perturbé, ou alors il n'est pas perturbé, mais il n'est pas réparateur non plus. Des gens qui se demandent, mais pourtant je dors, mais je suis toujours fatiguée. Des to-do list qui n'en finissent pas aussi. Des gens qui se sentent constamment débordés, qui n'arrivent plus à gérer, ou qui en viennent à s'énerver pour rien, sur des broutilles, qui commencent à crier facilement sur leurs enfants ou sur leurs collègues de travail ou sur leurs conjoints. Voilà, des gens qui vont sauter des repas aussi, ça arrive souvent. Et puis évidemment, il y a les douleurs, des douleurs physiques ou de l'anxiété. Ça, après, les douleurs physiques, ça dépend vraiment des personnes. Mais bon, on peut dire que les points de tension, on les retrouve très facilement dans la nuque, dans les épaules, au niveau du ventre.
Mais voilà, j'ai déjà vu des gens aussi avoir mal au bras, à un bras, voir la mâchoire crispée. Bon, ça après, voilà, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Et je pense que une personne épuisée mentalement, elle est aussi en général déconnectée de son corps. Moi, ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup en sophrologie, hein, puisqu'on passe par vraiment la reconnexion au corps, à l'écoute du corps et de ses ressentis. Donc voilà. Après, pour identifier les causes, euh, évidemment, on pratique une anamnèse complète, un entretien assez long. On va passer en revue les différents aspects de la vie d'une personne, sociale, amicale, professionnelle, intime, familiale, etc., etc. On va passer en revue tous ces aspects-là et voir qu'est-ce qui provoque du bien-être, qu'est-ce qui procure du stress, qu'est-ce qui préoccupe. Et puis, si c'est un peu, moyennement, beaucoup, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment d'aller se coucher? Est-ce que la personne est contente quand elle rentre chez elle? Est-ce qu'elle est contente quand elle va au travail? Ou est-ce qu'elle va au travail la boule au ventre? Ou est-ce qu'elle rentre chez elle avec l'angoisse du soir de passer la soirée à la maison? Voilà, ça c'est des choses qui peuvent facilement quand même aiguiller sur les différentes causes, quoi. Voilà. Le lien, comme on disait, voilà, avec les conséquences de cette charge mentale, effectivement, on peut supposer qu'il y a quand même des conséquences qui ont des particularités cognitives, comme on l'a dit, qui ne sont pas effectivement dues au sexe. Après, il faut savoir qu'effectivement, comme l'a dit la psychologue, je ne sais pas si vous connaissez la psychiatre, pardon, Aurélia Schneider, qui a écrit un livre qui s'appelle La charge mentale des femmes et celle des hommes, qui effectivement insistait sur le fait que les personnes qui sont sujettes à la surcharge mentale sont plutôt des profils anxieux, perfectionnistes et dans l'hyper-contrôle. Le besoin de perfectionnisme et de contrôle, donc, qui peut, selon les individus, toucher plus sur le plan personnel, domestique ou professionnel, voire les deux ou voire les trois en même temps, dans certains cas. Donc en fait, c'est vraiment pas je dirais une conséquence due au sexe, mais plutôt par rapport à une gestion cognitive en fait de l'information et aggravée par un facteur anxieux d'une personne par rapport à ces fondements-là. Après, effectivement, par rapport aux tâches, je dirais, qui peuvent être attribuées à une femme ou à un homme, après, la gestion de cette même tâche sera sûrement faite différemment, en fait. Mais ça, c'est plutôt un système, je dirais, plutôt d'éducation ou d'apprentissage, plutôt que purement inné. Pour moi, la cause d'une surcharge, elle est simple, c'est qu'il y a une mauvaise répartition de la charge. Parce que la charge, elle existe. Et le problème, c'est que quand elle n'est pas répartie et qu'elle repose trop sur une personne, c'est là que ça crée un déséquilibre et donc une surcharge mentale. Alors sur la charge émotionnelle, ça pose quand même pas mal de questions parce que on voit que dans l'éducation, qui est quand même toujours très genrée, des garçons et des filles, on a quand même beaucoup plus l'habitude, en tant que petite fille, d'entendre qu'il faut justement prendre sur soi et puis être à l'écoute des autres et puis faire preuve d'empathie, etc. Alors qu'on va plutôt tolérer, à l'inverse, des comportements chez les garçons comme la colère, la violence chez les petits garçons. On va dire c'est normal, ils jouent à la bagarre, etc. Chose qu'on va moins tolérer chez les filles, donc ils vont plus intérioriser, plus prendre sur elles. Euh, et en fait, alors, on pourrait dire même que ça développe une plus grande maturité émotionnelle chez les femmes. Alors bon, je sais pas trop comment le présenter, mais les femmes sont en général plus à l'écoute des émotions et même des micro-émotions. Et les hommes, même quand on les entend parler de leurs émotions, ils peuvent en parler souvent avec un panel moins large qu'une femme. Voilà. Mais dans tous les cas, ça crée un déséquilibre. Donc voilà, et je pense qu'en fait, c'est ce qui pousse un peu les femmes à vouloir, pour la charge émotionnelle, faire en sorte que dans la maison, tout le monde puisse s'exprimer, comme je disais tout à l'heure, que tout le monde soit tranquille et bien, et ce qu'il faut, qu'il manque de rien, ce côté un peu, on s'occupe d'eux.
Voilà, je pense qu'on apprend beaucoup plus ça aux petites filles qu'aux petits garçons. Par rapport à ça, effectivement, historiquement, la notion de la charge mentale a le mérite d'attirer l'attention sur le fait que les femmes qui exercent en fait une activité professionnelle ne sont pas forcément déchargées des contraintes une fois rentrées chez elles. À voir, elles vont s'occuper de l'intendance, du soin des enfants, voilà, en plus de leur journée de travail. Sachant la notion de charge mentale s'applique même lorsque des tâches ménagères sont équitablement réparties, par exemple sur un plan opérationnel, dans le sens où la charge mentale étant de nature cognitive, comme on le disait depuis tout à l'heure, celui qui endosse la responsabilité en fait de penser aux tâches à faire, de les organiser, et celui-là au final qui supporte la charge mentale, même s'il ne les accomplit pas lui-même. Par exemple, un individu A qui demande à son conjoint « Que puis-je faire pour t'aider ?» ne supporte pas la charge mentale, même si au final, l'autre personne exécute ce qu'elle fait. Ça va aider, mais au final, la charge mentale restera la même pour l'autre personne. Ce qui est intéressant aussi de voir par rapport au fondement de cette surcharge cognitive, c'est qu'en fait, la surcharge mentale peut être un symptôme à entendre comme une défense. Ça, c'est un autre sujet, mais par exemple, ça peut être par exemple, le fait de penser à énormément de choses qu'on a à faire en même temps peut être aussi une façon de penser ou d'éviter de penser à autre chose, à des choses qui nous déplaisent ou peut-être des choses qui nous dépriment ou qui pourraient nous angoisser de manière, je dirais, plus profonde. Donc ça peut avoir aussi un effet secondaire. Ça peut être aussi effectivement le fait d'écrire, de penser plutôt à ce qu'on a à faire le soir en rentrant plutôt que de se dire qu'au final on serait mieux ailleurs dans son entreprise si les conditions ne se passent pas forcément très bien. Donc voilà, c'est des données qui sont, je veux dire, difficiles à cerner et qui méritent vraiment un approfondissement pour vraiment creuser le fond du problème en fait. Au niveau des statistiques, Christelle, accompagnes-tu plus de femmes ou d'hommes seuls ? Là, je pourrais pas te dire. Moi, je dirais que ça se joue quand même sur du 50-50. Au niveau des problèmes, moi, je dirais que non. Il n'y a pas forcément de différence entre hommes-femmes, mais encore une fois, du fait que moi, je suis seulement assistante sociale dans le suivi, principalement, comme je t'ai dit, des dossiers administratifs, des améliorations de la condition de vie, tout ça. Après, c'est vrai que il y a certains qui peuvent tendre à certaines difficultés, peut-être les exprimer du fait que ce soit des hommes ou ce soit des femmes, mais franchement, ça reste assez rare, ou du moins pas moi dans ma spécificité de mon métier, quoi. Après, non, ça te concerne principalement toujours des soucis de logement, des soucis de santé, d'ouverture de droit, d'emploi, de formation, et financier. Aline, une femme va donc cumuler charges domestiques et charges professionnelles quand un homme va simplement s'occuper de son travail et de l'exécution des tâches ? C'est en termes de réflexion, je pense, sur l'anticipation, par exemple. Peut-être qu'une femme va, je sais pas, avoir tendance plus à anticiper les choses à faire, par exemple, le soir, ou pour gérer, je sais pas, gérer des choses. Peut-être que l'homme, indirectement, se repose un peu plus sur sa conjointe, qui sait qu'elle va avoir qui va gérer ce qu'il a à gérer. Il va peut-être venir effectivement plutôt un support logistique, plutôt qu'en termes d'organisation purement. Pauline, comment les hommes peuvent-ils vivre la charge mentale ? Je pense qu'en fait, ils sont vraiment surresponsabilisés au niveau du travail. Je parlais de pression au niveau du travail, du revenu, et au contraire, ils sont déresponsabilisés sur le plan domestique et émotionnel. Et j'en reviens toujours à l'équilibre, mais peut-être qu'il faudrait leur mettre un peu moins de pression sur le travail et le revenu et leur en mettre un petit peu plus sur le reste. En sachant que pour certains, ça peut quand même aussi provoquer de la souffrance. Il y en a qui regrettent de ne pas avoir pu passer plus de temps avec leur enfant, avec leur femme. Et au final, qu'est-ce qui compte en fin de vie, de se dire que la réunion de tel jour, telle heure, elle était passionnante, ou j'ai passé une super journée avec mes enfants. Enfin, bon, voilà. Après, c'est à la décision de chacun, mais je pense que ça peut quand même être aussi une souffrance pour eux, ces rôles très genrés dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a encore des personnes qui sont dans ce rôle-là, dans le rôle de la personne qui doit travailler pour amener effectivement de l'argent. Après, j'ose espérer que ça se trouve de moins en moins.
En effet, il semble intéressant de se demander si l'éducation joue un rôle dans la charge mentale plus ou moins importante chez une personne. Est-ce qu'une femme est éduquée à penser à tout à la place des hommes de sa famille ? Est-ce qu'un homme est éduqué selon les stéréotypes que l'on s'en fait ? Stéréotypes d'une hégémonie masculine et viriliste ? L'homme pense qu'à lui, il exécute sans réfléchir, il aide sa compagne dans l'éducation et les tâches domestiques au lieu de prendre part à la planification et aux décisions. Est-ce que l'on peut dire qu'une femme est éduquée pour anticiper et qu'un homme est éduqué pour vivre dans le présent ? Est-ce que ces comportements archétypés qui engendrent une charge mentale sont dus aux impératifs de genre ? Comme une société impose à une femme de s'occuper du foyer, elle ne peut pas et ne doit pas se plaindre si elle décide en plus de faire une carrière professionnelle. Sinon, elle doit choisir. Comme une société qui impose à un homme de se lancer corps et âme dans sa carrière et ne pas prendre part à l'éducation de ses enfants et ne pas les voir grandir. Sinon, qui ramènerait l'argent à la maison ? Qui financerait le foyer ? Il faut donc réfléchir à plusieurs choses selon nous. Premièrement, la place de l'éducation genrée dans la surcharge mentale d'une personne. Deuxièmement, aux stéréotypes et aux impératifs de genre, et surtout à leur non-remise en question. Ceci enferme une personne dans un mal-être et dans des comportements qui lui font du mal et font du mal à ses proches. Dernièrement, si une remise en question du genre simple ou de la hiérarchisation des comportements et des compétences ne serait pas une solution. Pour conclure, voyons comment nous pouvons sortir d'une surcharge mentale. Ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que à un moment donné, il est intéressant de je dirais, cultiver la clarté de l'esprit, de manière à pouvoir effectivement ne pas se laisser entraîner par ce flot du quotidien qui vient nous nous envahir, mais effectivement plutôt retrouver, je dirais, des zones de confort, cultiver la joie, le plaisir, qui sont nécessaires pour alléger l'esprit, je dirais, gagner en clarté. Et effectivement, il ressortira forcément la responsabilité de chacun de gérer ses propres ressources, ses émotions, son énergie, qui fera qu'à un moment donné, plus on donne de l'énergie, par exemple, plus on s'investit dans une activité, plus il est nécessaire d'avoir des outils pour se ressourcer rapidement. Il faut savoir que c'est des outils, des compétences qui seront nécessaires, des compétences personnelles qui sont aussi nécessaires à développer, sachant qu'on est dans un monde quand même qui nous demande de nous adapter très très rapidement, très efficacement. Il ne faut pas, il faut savoir se recentrer, il faut savoir lâcher prise, gérer ses énergies, se ressourcer, récupérer un état calme et d'harmonie pour effectivement éviter de se faire entraîner. Et des exercices tout à fait simples peuvent exister, comme la sophrologie, la relaxation, effectivement, qui ont clairement démontré leur utilité dans ce domaine-là. Pour un esprit, je dirais, plus clair, plus enthousiaste, plus on allège notre charge mentale, les actions se feront spontanément. Au final, on gagnera une grande fluidité et vous gagnerez alors en efficacité et en enthousiasme, etc. Pareil, profitez plutôt de l'instant présent plutôt que d'anticiper ce qui va se passer après. Vraiment, ce sont des exercices, ce sont des efforts parce qu'on n'est pas forcément habitué à le faire, mais c'est des choses qui permettent de soulager, je dirais, l'esprit, et puis qui permet effectivement de se concentrer davantage dans la tâche qu'on a à faire au lieu d'anticiper, ce qui ne sera pas forcément toujours plus positif. Je pense que la première étape, en général, c'est déculpabiliser, parce que les gens perdent confiance, ils ont l'impression de perdre le contrôle, de ne plus pouvoir faire. Et déculpabiliser, c'est quand même assez important. Réapprendre aussi à s'écouter, par l'écoute de soi, de son corps, de ses ressentis, de ses émotions, de ses besoins. C'est un peu des dominos en fait, quand on apprend à se mettre à l'écoute de soi, on comprend beaucoup de choses, et on comprend aussi où poser ses limites, et on comprend aussi qu'on peut se faire confiance. Donc moi, c'est un petit peu le chemin que ça prend en général.
Après, comment aider? Le mieux, ça reste de prévenir, en fait, d'écouter les signaux qui sont envoyés par le corps, d'identifier les tensions, d'apprendre à les évacuer. Bon, ça, c'est vraiment le travail qu'on peut faire en sophrologie. D'ailleurs, il y a quand même de plus en plus d'entreprises, hein, qui font appel à la sophro pour prévenir, voilà, pour que les personnes puissent gérer au mieux le stress au quotidien dans leur travail. Mais ça peut être aussi donc ça peut être prévenir et ça peut être évidemment, se reconstruire après. Alors après, il y a forcément une prise en charge qui est médicale, indispensable, hein, après un burn-out, c'est quand même important et à côté, il peut y avoir des méthodes, comme ça qui vont aider aussi à reprendre plus facilement contact avec son corps, avec sa confiance, à poser son propre cadre. Alors, bon, principalement, nous, encore une fois, vraiment je dirais pour les accompagner au mieux, c'est vraiment d'essayer de réunir un maximum de données possibles pour eux dans cet accompagnement, justement, que ce soit donc dans le cadre de la prévention de difficultés ou, encore une fois, pour surmonter ces difficultés-là, hein, dans les deux sens, hein. On va essayer je dirais de pouvoir voir avec un maximum de partenaires, voilà, hein, en prenant l'exemple, admettons, si c'est pour l'accompagnement d'un jeune, ça va être dans le cadre de l'emploi, de solliciter un maximum d'organismes, de solliciter un maximum de partenaires pour toujours proposer plusieurs solutions, hein, tout simplement. Après, voir vraiment que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du logement, voir s'il y a toujours quelque chose à faire, hein, pour vraiment s'assurer toujours que la personne elle ait vraiment bien tous ses droits à jour, parce que ça c'est très important, parce que des fois par justement une méconnaissance, on peut passer, attention, hein, ça jeune ou moins jeune, peuvent faire face justement à cette méconnaissance de dispositifs, hein, dont ils peuvent bénéficier. Donc après c'est vraiment de les accompagner vraiment globalement et un maximum pour, je dirais, surmonter les difficultés qui pour eux leur créent un petit peu cette, si on peut parler de charge mentale, pour essayer vraiment de les décharger aussi un maximum. C'est une manière, le fait de les accompagner, c'est justement le fait d'un petit peu essayer de dépatouiller tout ça pour les libérer un petit peu en quelque sorte, hein. Après, chez certains, ça va être plus ou moins important, hein, et après, c'est sur un accompagnement. Bon, tout dépend si on est vraiment sur du ponctuel. Parfois, il faudra plusieurs rendez-vous, plusieurs mois, l'intervention donc de plusieurs collègues, partenaires, de travail en équipe pour un petit peu arriver à, je dirais, améliorer tout ça. Voilà, mais bon, globalement... petit à petit, il y a pas après, sauf bon, malheureusement certains qui ne connaissent pas, qui connaissent des difficultés de manière vraiment importante, hein, et sur parfois du long terme. C'est vrai que quand c'est ponctuel, ça s'arrange en général assez vite. Oui, sachant qu'en termes de... Effectivement, après, par rapport aux symptômes, on n'a pas parlé des symptômes, effectivement, qui peuvent être des conséquences de la charge mentale, ils sont quand même assez similaires, hein, au final, au burn-out. C'est-à-dire que ça va être des problématiques de sommeil, ça va être des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, ça peut être des oublis, ça peut être voilà, un peu d'irritabilité, on peut devenir anxieux, etc. Je dirais, une des premières choses à faire, c'est ça va être d'essayer de se voilà. Déjà, c'est pas forcément facile d'identifier que c'est une problématique de charge mentale. Donc, si besoin, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner déjà pour aller dans cette réflexion-là. Après, des choses toutes simples, hein, si vraiment c'est une problématique de charge mentale, ça peut être décharger un petit peu, faire des to-do lists, faire des listes qui peuvent être consultées au lieu d'être mémorisées. Comme ça, voilà, on peut se référer à quelque chose qui est noté. On peut très facilement oublier, écrire, mettre sur des notes sur les ordinateurs, sur les téléphones. Enfin, voilà, on a quand même pas mal de possibilités aujourd'hui pour prendre des notes, sachant que notre cerveau, c'est un peu comme un disque dur, hein, quand il est plein, après, il faut savoir déléguer, enfin, le rebattre un peu sur d'autres structures, c'est un peu la même chose.
Après, ça peut être délégué pour effectivement accepter qu'on peut pas tout faire et que c'est pas parce que ce sera fait différemment que ce sera forcément moins bien. Voilà, donc après, ça emmène pas mal de questions aussi sur la gestion. Ça peut être aussi des questions on peut se poser la question de gestion du temps, gestion des priorités. Ça peut cacher aussi d'autres problématiques, les peurs de l'avenir, la peur du futur, la peur de déléguer, le manque de confiance. Donc, voilà. Ça peut en fait amener sur différents sujets qui peuvent être, je dirais, vus en fait quand on se fait accompagner pour des problématiques, je dirais, de ce type-là. Sachant que je veux dire, de toute façon, il est toujours intéressant d'en prendre conscience et de faire en sorte d'améliorer les choses, parce que ça peut amener sur de l'agressivité ou sur des comportements qui peuvent être tout à fait, je dirais, inadaptés par rapport à une situation, sachant que ça peut être difficile au final à vivre pour soi et pour les autres. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir en échanger et de pouvoir trouver des solutions pour alléger. Et sachant qu'on n'est jamais seul, en fait. C'est important aussi de le dire, de jamais rester seul. En parler de cette charge, rappeler qu'elle existe, qu'elle est là, qu'on n'y peut rien, qu'on peut pas juste la mettre sous le tapis mais qu'il faut la répartir mieux, la partager mieux. Et puis aussi faire attention aux conseils un peu faciles du lâcher prise. Parce que je disais, un lâcher prise, c'est un mot qu'on entend, moi dans mon métier, un mot un peu à la mode. C'est pas une solution à tout, le lâcher prise, hein. Quand on demande à des femmes qui se plaignent de trop de charge mentale de lâcher prise, comme si ça suffisait, déjà c'est leur rajouter une charge en fait quelque part, parce que donc c'est à elles en plus que revient la tâche de faire un travail sur elles-mêmes pour apprendre à lâcher prise, pour ne pas péter un plomb quand ça devient n'importe quoi à la maison. Bon, c'est un petit peu trop facile ce conseil de oui, lâcher prise, c'est pas grave, prendre du recul, tu laisses faire, et puis si c'est mal fait, c'est mal fait. Oui, mais non, parce que il y a quand même des personnes qui vont préférer prendre sur elles et faire pour éviter que ça soit la grosse crise au bout de 2 jours à la maison et avoir encore plus de travail à gérer. Donc voilà, je pense qu'il faut éviter de se remettre encore une injonction, quoi. L'injonction au lâcher prise, je pense que c'est un petit peu trop facile. Je dirais que c'est plutôt les cordonniers les plus mal chaussés, et que malgré toute l'attention qu'on peut porter à ces sujets-là, on se laisse vite emporter par le flot, et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas toujours facile à gérer. Donc se savoir qu'on est tous, on peut tous être je dirais, à des moments de la vie plus fragiles que d'autres, et qu'il faut vraiment s'écouter, faire attention à soi et se mettre des limites. Voilà, après des anecdotes, non, à proprement parler, j'en ai pas, par la mienne, mais... Le positif, c'est déjà qu'on en parle, et que c'est déjà le plus important, voilà. Et je pense qu'il faut pas se juger les uns les autres. Je reviens encore sur ma bienveillance, mais ni les hommes ni les femmes, il faut éviter de juger et plus en parler, et ça c'est déjà un truc positif. La charge mentale touche tout le monde, peu importe le sexe ou le genre d'une personne. Si celle-ci n'est pas surchargée, elle nous assure une constante stimulation intellectuelle. La remise en question de toute une culture patriarcale tient dans la gestion équitable de cette charge mentale, que ce soit du côté domestique, professionnel, émotionnel ou sexuel. Prenez soin de vous, discutez, échangez et surtout, remettez-vous en question et déconstruisez votre culture et ses comportements. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur différents sujets liés au genre. Merci à nos intervenantes pour leur temps et leur savoir. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 2 de Podcast ou Sexiste.
J'étais ravie de vous retrouver. Nous pouvons continuer d'échanger sur tous les réseaux sociaux du podcast et je vous donne rendez-vous le 1er octobre pour l'épisode bonus sur la culture. À bientôt les amis.